Combiner l'inflexibilité d'un métier de l'ordre et la liberté de la création artistique, cela semble relever du paradoxe. Pas pour Charlie Dam. Né à Sourtes, inspecteur de police à Strasbourg puis à Brumath, il a la passion de l'histoire, de la musique, de la danse et du théâtre qu'il cristallise à travers d'étonnants spectacles. Le procès en sorcellerie d'Elisa Barbara Grus rassemble 1500 spectateurs et marque le début d'une série de spectacles tous les 2 ans. En 2005, Charlie Dam publie son premier roman, Niklaus Findel, ou l'extraordinaire histoire de Strasbourg entre 1250 et 1350. Un roman historique de 650 pages couronné meilleur roman historique par la ville de Strasbourg. En 2007, tout jeune retraité, il s'installe à Bärental et fonde le groupe Lichtbibel, qui reprend des chansons populaires du répertoire de l'abbé Pink. Les Lucioles ont vécu, place au Zotelkenische, un tout nouveau groupe né de la rencontre de passionnés de plate et de musique et sorti du premier CD Sauce in Meer. Travailleur acharné, Charlie Dam sait tout faire. Auteur, compositeur, metteur en scène et écrivain, toujours en activité du lever au coucher, sans relâche, sauf la nuit. Il dort profondément. Bonjour et bienvenue entre les lignes. Le seul point commun entre catholiques et protestants est leur mauvaise foi. Voici des paroles qui, à elles seules, expliquent la guerre de 30 ans, une des plus dévastatrices de notre histoire. C'est notre héros Peter Hans, né à Strasbourg en 1600, de père protestant et de mère catholique, qui va nous faire revivre cette guerre comme si on y était. Il a 18 ans lorsqu'éclate la guerre de 30 ans, mais elle n'atteindra l'Alsace que 3 ans plus tard, en 1621. Charlie Dam, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur ou le père de Peter Hans. Alors qui est Peter Hans et qui mieux que lui pouvait nous faire revivre cette histoire? Personne d'autre que lui ne pouvait le faire. Mais Peter Hans est un garçon charmant, magnifique, qui a eu un tort, c'est de vivre un mauvais moment au mauvais endroit. La guerre de 30 ans, elle a duré 30 ans. Et donc de 18 ans jusqu'en 1648. Donc il va vivre 30 ans de guerre, une horreur, puisque tous ses contemporains auront vécu cette guerre. Imaginez aujourd'hui, vous avez 30 ans et vous arrivez à 60 ans, vous vous dites que les 30 dernières années, peut-être les plus belles de votre vie, vous les avez passées pendant la guerre. C'est affreux. Et en plus, il a un caractère aussi qui, grâce à ce caractère-là, va nous faire vivre cette guerre de 30 ans comme si on y était, parce qu'il a des centres d'intérêt qui vont permettre de découvrir cette guerre. Alors il a cette chance inouïe, c'est d'avoir comme parent un papa protestant et une maman catholique, ce qui était totalement contre nature à l'époque, mais chacun des deux, il a pris le meilleur de chacun de ses deux parents pour lui permettre de traverser ces années d'horreur. Alors après une jeunesse insouciante, Peter Hans, il est mis en cause pour des actes de violence qu'il n'a pas commis, mais n'empêche que ça va lui coûter 2 années de bannissement de la ville de Strasbourg. Et finalement, ces 2 années vont le préparer à entrer dans le monde adulte grâce à un personnage, Igor. Igor. Alors, faire traverser un personnage comme Peter Hans pendant 30 ans, les 30 ans de guerre, sans que lui-même ne puisse se défendre, ou ne connaissent un petit peu les choses militaires, était inconcevable. Il se serait fait trucider. C'est une période initiatique, en fait. C'était une période initiatique où, grâce à Igor, un personnage haut en couleur et que tous ceux qui ont lu le roman disent c'est un des plus beaux et des personnages les plus poignants de ce roman. Il va lui apprendre, en fait, beaucoup plus que le fait de manier le pistolet ou l'arc ou l'épée. Il va lui apprendre ce que c'est aussi que de devenir un homme. C'est un peu le deuxième père. C'est le deuxième père. Alors à son retour à Strasbourg, il a 21 ans, la guerre arrive en Alsace. Oui. Alors on se trouve dans un contexte très étrange. Et qu'est-ce qui se passe en Europe à ce moment-là? L'Europe est quasiment déjà à feu et à sang. Donc il y a eu la défenestration de Prague qui est arrivée en 1618, mais Prague, tout ça, c'est loin. Et finalement, les Habsbourg aussi. Pardon, les Habsbourg. Donc il faut bien se dire que l'Alsace à ce moment, je me permets quand même de dire qu'au début du roman, j'essaye de donner une image à peu près historique de ce qu'était l'Europe à l'époque et l'Alsace en particulier. Et donc, les Habsbourg, qui possèdent le Saint-Empire romain germanique, plus l'Espagne,
plus les Flandres, en fait, ils occupent pratiquement toute l'Europe, se retrouvent et veulent absolument devenir et imposer le catholicisme, donc même dans les régions qui ne le sont pas. Par exemple, la Bohème, la Hongrie. Et donc, les protestants se rebiffent. Et de là commence la première bataille en 1621 à la Montagne Blanche, où les protestants prennent une méchante raclée. Et donc, les Habsbourg, ils pensent que ça y est, ils vont mater tous les protestants. Et donc, la guerre va être terminée en 2 temps 3 mouvements. Erreur. Erreur totale, puisqu'il y en a d'autres qui vont rentrer tout doucement dans ce champ d'action. Et un petit peu plus tard, va rentrer la France. Alors, on parle aussi de ce journal qui a aussi existé, une gazette qui s'appelle Relatio. Relatio. Donc, elle a été fondée par Johann Carolus. Et c'est aussi parce que Peter Hans s'intéresse à l'actualité qu'on connaît aussi, qui va nous faire vivre cette guerre. Alors, ce journal... Alors, ce journal a vraiment existé. Hein. Et on n'est pas tout à fait sûr au niveau de la date, mais les plus optimistes le situent à 1605 et les plus pessimistes en 1608. Mais bon, on ne va pas chipoter pour 3 années. C'est une des premières gazettes du monde? Ah oui, oui, oui. Alors en France, aujourd'hui, c'est absolument sûr, c'est vrai. Il y en a une autre qui était à la même époque à Francfort, mais c'était le premier journal. Alors c'était un in quattro. Et donc plié, alors c'était aujourd'hui on pourrait dire un A4 plié en 2, et donc il y avait les nouvelles du monde, et le Johann Carolus, c'est lui qui l'a fondé, qui était père, qui était fils d'un pasteur, et qui a vraiment existé, donc absolument, et cette gazette était publiée tous les samedis. À une seule condition, c'est qu'il fallait qu'elle passe d'abord par la censure strasbourgeoise. Oui. Parce qu'il faut bien se dire, en 1600, à Strasbourg, il n'y a plus un catholique. Strasbourg est une république, on l'oublie souvent. Oui, c'est pour ça qu'elle était un peu épargnée aussi. Complètement. Elle était épargnée pour d'autres raisons aussi, à cause de ses fortifications et son arsenal. Mais Strasbourg était vraiment une république à part entière depuis 1262. Et donc elle avait sa monnaie, sa justice, mais elle avait... Et sa censure. Et sa censure. Entre autres, elle avait sa censure. Ah oui, habiter à Strasbourg à l'époque, on était en sécurité, c'est sûr, mais quelque part, ça ressemblait quand même un petit peu au goulag. C'était très triste, en tout cas. C'était très triste, Strasbourg, à cette époque. Puis Peter Hans ne s'est jamais gêné de le dire. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il existe encore des exemplaires de ce journal? Alors, oui, vous en avez trouvé? Oui, à la Bibliothèque universitaire à Strasbourg, il y en a. Et il y a 4 ou 5 ans, il y a un fascicule, un livre qui a été édité par, je crois que c'est l'école de journalisme à Strasbourg, où ils ont repris des extraits et ils ont raconté l'histoire. C'est comme ça que j'ai appris que Relatio avait... Et c'était publié en quelle langue? En allemand. En allemand. Ah oui, oui, oui. Ouais, totalement en allemand. Puisque Strasbourg, à ce moment-là, n'est encore pas français. Hein, mais on parle le français. On parle français, puisque dans les hautes, lui-même, absolument, dans les hautes sphères. Dans les hautes sphères, on parle le français. Ah, oui. Alors, successivement, toutes les nations déferlent sur la plaine d'Alsace. La guerre doit financer la guerre. Les exactions commises par la soldatesque sont nombreuses et alimentent le cycle infernal des représailles et des vengeances. Des armées composées de soldats, de gueux, souvent recrutés de force, manquant de discipline et dont le principal problème était l'alimentation. Écoutez. À Haguenau, la misère était indescriptible depuis le début du siège. Les bourgeois n'étaient plus en état de nourrir la garnison car eux-mêmes n'avaient plus rien. Les greniers et les étals étaient vides. Vers la fin juillet, 120 bourgeois avec femmes et enfants tentèrent de quitter Haguenau avec l'autorisation du magistrat pour chercher asile ailleurs. N'importe où, pourvu qu'ils puissent trouver de la nourriture. Mais les Suédois les repoussèrent violemment, les obligeant à retourner dans les murs dont ils venaient à peine de franchir les portes. Et comme si un mal ne suffisait pas, la peste s'invita également en ville. Les gens moururent par dizaines tous les jours, au point que les 2 cimetières ne pouvaient plus accueillir tous les morts. Alors, on les enterra dans ceux des couvents des dominicains et des franciscains. Je ne saurai jamais où oncle Georges et ma tante ont été enterrés, car tous 2 ont été emportés par ce mal funeste vers la fin juillet. Mes cousins avaient préféré quitter Haguenau quelques jours avant l'arrivée de Birkenfeld pour se mettre en sûreté à Saverne. Charlie Dame, alors la guerre doit financer la guerre. Et ça, oui. Ce sont des mots Du cardinal, de De Richelieu. Et oui. On dit de Richelieu, mais c'est aussi quelqu'un d'autre qui les a utilisés. Je me souviens, Wallenstein. Oui,
Oui. Wallenstein Oui. aussi. Alors, comment sont financées les guerres? Alors, pour parler du côté de l'armée française, bon, Wallenstein c'est un peu plus compliqué, mais pour parler de l'armée française à l'époque compte 120 000 hommes. 120 000 hommes répartis en 5 corps d'armée. La France, à ce moment-là, on est en 1632, puisque la France rentre dans le conflit, non pas contre Ferdinand et contre le Saint-Empire romain germanique, mais contre l'Espagne. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Et donc, la France doit se battre sur tous les fronts. Il faut dire Du qu'elle est nord, entourée des Habsbourg un peu de complètement. partout. Il fallait, parce que sinon les Habsbourg l'étouffaient. Voilà. Et donc, il faut nourrir ces 120 000, ou payer ces 120 000 hommes. Et la France n'a absolument pas les moyens, à ce moment-là, de financer une armée pareille. Et donc, Richelieu a cette phrase extraordinaire qu'il lâche un jour au Conseil des ministres de l'époque devant le roi, et qui dit la guerre doit financer la guerre. Ça veut dire qu'il faut se payer sur la dette, ça veut dire qu'il faut se nourrir sur le pays où on est. Et ça explique aussi toutes les exactions, les Et tortures. ça explique tout. Absolument, oui. Et donc, on va se nourrir sur le paysan, sur le bourgeois, dans la ville qu'on traverse. On n'en a que faire que ce bourgeois ou que ce paysan ne soit pas en guerre. On va l'exploiter jusqu'à ne plus en pouvoir. Arrive, surtout dans les années 36, alors 1636, 37, 38, 3 années de disette où il ne pousse pratiquement rien. Et là, on en arrive à des scènes de misère absolument horribles et de cannibalisme. Il n'y a pas un village en Alsace où il n'y a pas eu de scène de cannibalisme. C'est-à-dire, on ne tuait pas les gens. Oui, on ne tuait pas les gens pour les manger, mais les parents mangeaient un enfant mort et les enfants mangeaient un parent mort. Nombreux sont les curés et les pasteurs qui, dans leurs livres de baptême, ont relaté ces faits. C'est absolument. On n'en parle pas aujourd'hui parce que bon, la bienséance voudrait que. Mais on sait très bien que dans des situations extrêmes, effectivement, on peut trouver comme ça des, bien sûr. des cas de figure. Et c'était généralisé. Les gens qui sortaient en plein hiver, gratter la terre gelée pour aller trouver des vers et les manger crus. Ça veut dire qu'on en était arrivé à un point où vraiment c'était on ne peut même plus parler de misère. Alors, où passent les soldats? Bien sûr, c'est la ruine, la désolation. Et notamment aussi tout le patrimoine est démoli, principalement les châteaux, Absolument. les couvents. Oui, absolument. Finalement, de ce temps-là est arrivée la destruction de nos châteaux. Et c'est d'ailleurs la principale différence qu'il y a entre nos régions et le sud-ouest. Pendant la guerre de 100 ans, par exemple, vous allez dans le Périgord, ce qu'on appelle la Guyenne, hein, donc l'Aquitaine. Eh ben, ils n'ont jamais, quand les Français prenaient des châteaux aux Anglais ou inversement, ils ne les détruisaient pas. Ils disaient gardez-les jusqu'à ce qu'on revienne. Mais avec la horde de sauvages qu'il y avait pendant la guerre de 30 ans, eh ben, tous les châteaux qu'il y avait en Alsace ont été rayés de la carte pour qu'ils ne puissent plus servir à d'autres qui voulaient s'y réfugier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les châteaux forts sont des châteaux en ruine. Voilà. Et Strasbourg, un pied dedans, un pied dehors. Ah, Strasbourg. Si je devais la définir, je dirais la belle prostituée. Entre guillemets. Mais je ne suis pas le seul à le dire. C'est vrai que Strasbourg, elle est attirée par la France, mais la France est catholique. Et puis, elle a jeté... Mais il y a eu l'édit de Nantes qui est passé avant. Hein. Et l'édit de Nantes est passé avant. Mais bon, Richelieu et tous ces gens-là se sont bravement assis sur... Enfin, comme va le faire Louis XIV après, ils vont s'asseoir dessus. Et bon, la tolérance, c'est une bonne chose. Comme je disais, mais Richelieu n'y croyait pas. Richelieu voulait absolument voulait Strasbourg et avoir un pied. Certains disent que en fait, c'est Richelieu qui a institué la raison d'État. Il a instauré la raison, absolument. Richelieu c'était un être, à mon avis, qui était terriblement complexe. Vous savez, tous les matins, il disait la messe. Tous les matins. Il était quand même cardinal. Hein. Ah, il était cardinal, mais bon, certains cardinaux à ce moment-là oui, c'était pas leur souci. C'était pas leur souci. Mais lui, il priait tous les jours, il disait la messe tous les jours, et ça n'empêchait pas. Mais c'était un visionnaire, c'était vraisemblablement un des plus grands commis de l'État français de l'époque. Et donc, pour lui, peu importe, tout pouvait se justifier pourvu qu'on arrive au bout.
Et Strasbourg, il ne verra pas tomber Strasbourg dans l'escarcelle française, mais il verra l'Alsace, alors que Strasbourg tombera quelques années plus tard, en 1680. Alors, je voudrais aussi parler du rôle de la bourgeoisie. Oui. Parce qu'elle a joué un grand rôle pendant cette guerre-là, notamment à Strasbourg et aussi dans les villages. Oui. Alors, en fait, une des grandes perdantes de cette période était quand même la bourgeoisie. Sur Strasbourg, elle était, si vous voulez, elle était intramuros, mais elle ne pouvait plus commercer. Elle vivait pratiquement en autarcie sur elle-même, mais à la longue, la guerre ne pouvait plus continuer non plus. Parce qu'ils ne pouvaient, imaginez-vous, les commerçants qui faisaient du tissu ou toutes sortes de commerces, les routes étaient tellement incertaines que le commerce était pratiquement devenu inexistant. Mais c'est aussi eux qu'on réquisitionnait pour faire des actes de guerre. C'est eux qu'on réquisitionnait pas. Alors quand il n'y avait vraiment plus d'autres moyens et qu'on n'avait plus assez de soldats, on réquisitionnait. Alors, vous parlez de Strasbourg ou vous parlez de Strasbourg, et peut-être d'ailleurs, c'est différent entre Strasbourg et les autres. Complètement. Strasbourg, en fait, Strasbourg vivait en totale autarcie. Ils avaient des murailles qui étaient tellement hautes, et surtout un arsenal tellement impressionnant, ils étaient imprenables. Strasbourg était quasiment imprenable. Et même Ferdinand, donc l'empereur, qui à un moment donné avait envisagé d'attaquer et d'encercler Strasbourg et de mettre le siège sur Strasbourg, il a vite renoncé parce que Strasbourg avait de quoi nourrir toute sa population pendant 1 an et demi environ. Et il reste encore aujourd'hui. Ouais. Ah oui, il reste encore aujourd'hui à peu près place Broglie. Il y a encore un grenier qui avait 7 étages, un dernier qui reste. Mais la ville étouffait en elle-même. Les bourgeois, le commerce était carrément inexistant. C'est bien simple, en 1648, il n'y avait pratiquement plus rien. Et c'était une cour des miracles. C'était une cour des miracles, absolument. Et, mais la même chose a eu lieu encore bien plus, et c'était encore pire, quelque part en Lorraine. Enfin, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais le destin de la Lorraine était encore bien pire que celui de l'Alsace, qui n'était déjà pas très joyeux. Alors qu'est-ce que ça devait être en Lorraine? Alors quelles étaient justement les conséquences de cette guerre de 30 ans? Alors, les conséquences de la guerre de 30 ans, écoutez, je ne connais pas vos origines, mais peut-être... à peu près les mêmes que les vôtres. Bon, alors, nous sommes peut-être, vous et moi, une conséquence de la guerre de 30 ans. En tout cas, moi, j'en suis une, puisque j'ai fait mon arbre généalogique. Il faut se dire, j'habite le pays de Bitche. À la fin de la guerre de 30 ans, il y avait même plus de 500 habitants dans le pays de Bitche. Mais 60% de la population en Alsace a disparu. Absolument. Et dans le pays de Bitche, par exemple, puisque je parle de ce que je connais, il y avait plus de 500. Il a fallu attendre 1680 environ, quand Louis XIV a décidé de faire venir des gens d'ailleurs pour repeupler ce pays, comme l'Alsace, hein, d'ailleurs. Oui. Et donc, dans le pays de Bitche, ils sont venus des... ici, Sarreguemines, c'était pareil. Alors, des Picards. Vous avez des gens aujourd'hui qui s'appellent Picards, nominés, un nom très connu. Oui. C'est un Picard, c'est des gens qui sont venus à l'époque. Des Savoyards, des Autrichiens, des Allemands, des Suisses, et tous ces gens sont venus repeupler. Et et les miens, par exemple, les dames sont venues de la forêt de Bohême, puisque c'était des verriers, et ont transité par le sud de l'Allemagne, l'Autriche, et sont arrivés jusqu'ici. Donc nous sommes, moi je suis persuadé que nous sommes une conséquence de la guerre de 30 ans, étant donné qu'il n'y avait plus personne. Mais on est un symbole européen, alors nous le sommes. Totalement, nous le sommes, on va dire. On ne le savait pas, mais maintenant, nous sommes absolument. Alors donc, le grand vainqueur du conflit, la France? Oui, indiscutablement, la France a déjà obtenu... elle a pratiquement obtenu tout ce qu'elle voulait, c'est-à-dire déjà la reconnaissance de Metz-Thoulet-Verdun, que Henri II, le bon roi, avait piqué au Habsbourg. La France récupère l'Alsace, pas encore la Lorraine, mais bon, ça va pas tarder. Et puis, à partir du moment où Strasbourg est encerclé de ce côté-là, elle sait que Strasbourg va tomber comme un fruit mûr. Et donc, nous sommes, les Alsaciens, sont français depuis 1648. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? C'est quand même pour dire à tous pour rappeler ou pour apprendre aux jeunes Alsaciens depuis quand ils sont français. Voilà. En tout cas, ça mérite d'être connu et lu. Alors, Peter n'est pas un soldat. Et dans quel camp serait-il, puisque sa mère est catholique et son père protestant? Peter Hans nous enseigne la tolérance, celle que lui a enseignée
sa mère. Écoutez. Vois-tu, mon garçon, me dit-elle un soir, les hommes sont trop bêtes pour s'affranchir des institutions qu'ils ont créées eux-mêmes et qui les écrasent de tout leur poids sans même qu'ils s'en rendent compte. Et ces institutions, religieuses comme les églises, ou civiles comme les empires ou les royaumes, n'exercent leur pouvoir que par la peur. La peur de l'autre, la peur de la nation voisine, la peur de l'autre religion. Ces hommes ont créé l'enfer sur la terre. L'enfer, c'est l'autre, parce que l'autre n'est pas comme toi, parce que l'autre ne pense pas comme toi, parce que l'autre n'a pas la même religion que toi. Voilà ce que j'entends depuis ma naissance, aussi bien à Haguenau qu'ici. Qu'il soit curé ou pasteur, le discours est toujours le même, un discours de haine. Eh bien non, mon fils, sache qu'il y en a un autre, peut-être plus difficile à mettre en œuvre, mais ô combien exaltant et riche. Ce discours, c'est la tolérance. Mais ce mot, tu ne l'entendras jamais dans la bouche des rois, des princes, des curés ou des pasteurs. Peut-être que tu ne l'entendras qu'ici. Aussi, je te demande de ne jamais l'oublier. Pendant des siècles, on a tué au nom de Dieu. Quelle place, selon vous, devrait tenir la religion? Aucune. Parce qu'on continue à se tuer au nom de Dieu. Regardez ce qui se passe autour d'eux. Aucune. Alors, on parle aussi d'État laïque, beaucoup d'États laïques. Alors, jusqu'à présent, est-ce qu'on ne peut pas dire, je ne sais pas quelle est votre opinion, mais la laïcité, elle n'exerce pas aussi une forme de dictature? Ça dépend comment elle est régie. Mais je pense qu'elle serait toujours moins dictatoriale que la religion. Enfin, la religion, ce n'est pas le mot, c'est les églises, ceux qui la représentent, ou qui pensent la représenter. Alors, par exemple, comment est-ce que vous expliquez que ce problème religieux soit toujours récurrent depuis des siècles et des siècles? Et il le restera. Vous savez, Comment vous l'expliquez? je rêve qu'un matin je me lève, je me réveille, et il n'y a plus aucune religion sur la terre, plus aucune église, rien. Mais 24 heures après, il y en aurait de nouveau autant. Parce que les hommes sont tombés pour vivre sans ça. Il leur faut quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à penser par eux-mêmes? Je ne sais pas. Mais s'ils s'intéressaient un petit peu à l'histoire en regardant le passé, mon Dieu, mon Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait faire cohabiter toutes ces religions? Y a-t-il un moyen, selon vous, Oui. ou bien est-ce qu'on est vraiment condamné tout le temps Non, à... il y aurait un moyen, faire appel à l'intelligence. L'intelligence appelle la tolérance. Vous pourriez être musulmane, vous pourriez être juive. Qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre ensemble? Rien. Le respect l'un de l'autre. Point. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, par exemple, dans un pays, une conscience collective? Je prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, sur leur monnaie, est frappé « In God we trust », en Dieu nous croyons. Donc il n'y a pas vraiment de séparation entre... Chez eux, il n'y en a jamais eu, puisque il y en a pas eu. le président jure toujours fidélité à la Constitution sur la Bible. Voilà, mais malgré tout, c'est quand même un pays multiculturel. Absolument. Et qui fonctionne finalement Bon, ils ont eu du mal aussi. Hein. Ils ont eu du mal, mais ça va quand même dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Nous, pas Alors, encore. est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi qu'on a notre culture, notre conscience collective? Ici, c'est la religion catholique, ailleurs, ce sera le protestantisme, et simplement la reconnaître sans pour autant exclure les autres? Absolument. Mais ça, c'est une question d'éducation. Ça commence par là. Ça commence à la maison, ça continue à l'école. Encore que là, de grands efforts ont été faits. Et après, ça dépend de l'intelligence des gens. Mais je crois que les gens ne sont pas non plus prêts à renier leur culture religieuse. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas non plus à l'étaler sur Moi, je suis un laïc. Est-ce que vous seriez contre le voile? Je pose cette question-là. Parce que tout simplement, quelqu'un musulman qui vient ici, il sait qu'il rentre dans un pays où il y a une culture plus forte catholique ou protestante. Est-ce qu'il faudrait lui... Je suis d'accord avec la loi française à un moment, que tous les signes, mais tous, sans distinction, n'aient pas leur place dans la société. Après, chacun chez soi, à la maison, il fait ce qu'il veut. Ou s'il a envie d'aller au temple ou à la synagogue ou à l'église, il va, il peut. Mais écoutez, j'ai visité la Chine. Et j'ai rencontré là-bas, en Chine, des gens absolument extraordinaires, mais tout à fait par hasard, des curés. Et j'ai même rencontré un évêque. Ils étaient ensemble, en train de manger. On a passé 3 heures à discuter ensemble. Et ils avaient une toute petite croix. Et alors je dis, vous n'osez pas montrer que vous êtes catholique? Elle me disait quand même, il y a 1% de la population chinoise qui est catholique. Ça représente quand même 1,4 million. Mais quand des pratiquants. Et il me dit, alors je dis, comment ça se passe chez vous? Est-ce que les communistes, le pouvoir en place, ils vous cherchent des noises? Il me dit, pas du tout. Nous, on peut faire ce qu'on veut dans nos églises.
La seule chose qu'on nous demande, c'est qu'une fois à l'extérieur, c'est la laïcité, entre guillemets, totale. Donc, pas de procession, pas de... mais ils nous foutent une paix royale. Finalement, en réfléchissant bien, c'est formidable. Mais oui, mais oui. Et ils avaient l'air parfaitement heureux. Ils disent, bon, ben, quand on doit se rencontrer, on se rencontre ou dans l'intérieur de nos cercles ou dans nos églises, mais à l'extérieur, rien. En tout cas, c'est un beau discours de tolérance que Peter Hans Oui. fait ça. Et puis par la suite, la fin est très jolie, je ne voudrais même pas la dévoiler. Faut pas. Mais en tout cas, elle est extraordinaire. Ouais. Et bon, là, on arrive maintenant à la fin de cette émission. Donc, votre livre, je rappelle, c'est Peter Hans, donc l'histoire d'un Alsacien pendant la guerre de 30 ans. On peut le trouver dans les librairies? Alors, en principe, on le trouve dans toutes les librairies en Alsace. Sinon, on peut aussi le trouver chez moi, puisque je suis mon propre éditeur sur ce deuxième roman. Et j'ai une adresse, donc Charlie Dame. Donc, Charlie Dame, oui, et Jimdo, donc Voilà, donc www.jimdo.com. D'accord. Voilà, je vous demanderai encore un dernier exercice, c'est de passer au tableau et d'écrire ce qui pourrait être l'entame d'un prochain roman, peut-être une autre guerre historique. Pire que ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt entre les lignes.